Ma femme a divorcé, à tout prix. Tu mourras seule et fauche, a-t-elle ri. Désespéré, j'ai donné mon plasma pour 40 $. L'infirmière a vérifié mon sang et a pâli. Monsieur, ne bougez pas. Je dois appeler quelqu'un. 20 minutes plus tard, 3 hommes en costume sont entrés précipitamment. Le chef m'a fixé et a chuchoté, après 32 ans, nous avons enfin trouvé. Avant de commencer, dites-nous d'où dans le monde vous nous regardez. Maintenant, plongeons dans l'histoire d'aujourd'hui. Chapitre 1. L'architecte de sa propre ruine. James Reed avait toujours été un bâtisseur. Non pas de maisons ou de monuments, mais de choses plus discrètes, la confiance, la stabilité, une vie rythmée par les mensualités de crédit immobilier et les dîners d'anniversaire dans le même restaurant italien où il avait fait sa demande en mariage. Pendant 17 ans, il avait construit un mariage avec Christine Palmer, persuadé que ses mains sûres et son cœur fiable constituaient une fondation suffisante pour l'éternité. Il aurait dû remarquer les fissures plus tôt. L'agence de publicité dans laquelle il avait mis toute son âme pendant 2 décennies avait réduit ses effectifs 6 mois auparavant, et le poste de directeur créatif senior de James était devenu une simple ligne sur un plan de licenciement. Christine avait souri quand il le lui avait annoncé, le genre de sourire qui n'atteint pas les yeux, et elle avait prononcé toutes les paroles convenues sur les nouveaux départs et les nouvelles opportunités. Moins d'une semaine après, elle demandait le divorce. La procédure fut chirurgicale. L'avocat de Christine, un requin nommé Maurice Mroy, avec des dents trop blanches et la réputation de détruire les hommes, a déchiqueté les finances de James comme un cancer. La maison, achetée avec l'héritage de la grand-mère de James, revint à Christine. Le compte épargne, vidé pour sa souffrance émotionnelle. La voiture, les meubles, et même cette foutue machine à expresso pour laquelle James avait économisé pendant des mois. Votre honneur, avait dit Mroy, en ajustant sa Rolex avec une précision théâtrale, ma cliente a sacrifié ses propres aspirations professionnelles pour soutenir les ambitions de Monsieur Reed. Elle mérite une compensation pour ses années perdues. Le mensonge était si effronté que James faillit éclater de rire au tribunal. Christine avait quitté son poste de réceptionniste après 3 mois de mariage, prétextant des migraines. Elle avait passé les 17 années suivantes à perfectionner son service au tennis, au country club que James n'avait pas les moyens de fréquenter. La juge, une femme aux cheveux gris qui semblait avoir entendu chaque histoire 2 fois, accorda à Christine 70% de tout. James sortit du palais de justice avec ses vêtements, la montre de son grand-père et un compte courant affichant 247 $. Ce soir-là, Christine l'avait appelé. Pas pour s'excuser, ni pour exprimer la moindre once de remords. Pour jubiler. Tu mourras seul et fauché, avait-elle dit, son rire aussi tranchant que du verre brisé. C'est ce qui arrive aux hommes qui m'ennuient, James. Tu es si adéquate. Roger dit que j'aurais dû te quitter il y a des années. Roger. Le nom le frappa comme un coup de poing à l'estomac. Roger Clemens, son ancien associé, l'homme qui avait été son témoin à leur mariage, qui avait mangé à leur table tous les dimanches pendant 5 ans. L'homme qui avait voté pour éliminer le poste de James lors de la restructuration. James avait raccroché sans répondre. Que pouvait-il dire? Elle avait déjà pris tout ce qui comptait. Presque tout. Il lui restait encore son plasma. Chapitre 2. La transaction. Le centre de dons se trouvait, coincé entre un prêteur sur gage et une boutique de services financiers, dans les quartiers. Le genre de quartier où le désespoir portait un visage familier. James était passé devant une centaine de fois, sans jamais imaginer qu'il serait celui qui en franchirait les portes. La salle d'attente sentait le détergent industriel et la défaite. Une mère adolescente berçait un bébé en pleurs sur ses genoux. Un vieil homme aux mains tremblantes remplissait des formulaires avec une lenteur douloureuse. Une femme de l'âge de James fixait le vide, les yeux creux. Première fois, demanda la réceptionniste. Son badge indiquait « Cara ». Elle avait des yeux bienveillants, qui en avait trop vu. C'est si évident? Vous portez une cravate. Elle poussa un porte-bloc sur le comptoir. Remplissez ça. Nous payons 40 $ pour votre premier don. 40 $. James avait dépensé plus que ça pour du vin dont il ne pouvait distinguer le goût. Maintenant, cela représentait 2 semaines de course s'il faisait attention. Il prit le porte-bloc, s'assit sur une chaise en plastique bancale, et commença à remplir les vides de sa vie diminuée. L'infirmière qui l'appela était jeune, d'une gaieté professionnelle qui semblait forcée. « Je suis Émilie, dit-elle,
le conduisant à un fauteuil qui semblait tout droit sorti d'un cauchemar de dentiste. Déjà donné? Jamais. Pas de problème. Je vais devoir faire un rapide bilan de santé, prendre vos constantes, analyser votre sang. Le tout prend environ 90 minutes. Elle enroula un brassard de tensiomètre autour de son bras. Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Le loyer, dit simplement James. Le sourire professionnel d'Emily s'adoucit en quelque chose de sincère. Je comprends. Elle préleva 3 flacons de sang avec une efficacité bien rodée. Ok, je les emmène au labo, je reviens dans 5 minutes. Elle ne revint pas en 5 minutes. 15 minutes passèrent. Puis 20. James regardait l'horloge, observait les autres donneurs défiler sur leur fauteuil. Des tubes les reliaient, comme une chaîne de montage dystopique, récoltant du fluide humain pour le profit. Quand Emily revint, son visage avait changé. La couleur avait quitté ses joues, et ses mains tremblaient légèrement en serrant son dossier. « Monsieur, dit-elle d'une voix soigneusement contrôlée, j'ai besoin que vous restiez ici. Ne bougez pas. Je dois appeler quelqu'un. Qu'est-ce qui ne va pas? » Une vague de froid envahit les veines de James. Un cancer, le VIH, quelque chose de terminal qu'ils avaient trouvé dans son sang. Rien ne va, juste. S'il vous plaît, attendez. Elle disparut dans le bureau du fond. À travers la fenêtre, James la vit au téléphone, gesticulant avec urgence. 2 autres membres du personnel se pressèrent autour d'elle, regardant quelque chose sur son écran d'ordinateur, puis James, puis de nouveau l'écran. 20 minutes plus tard, 3 hommes en costume entrèrent précipitamment dans le centre de dons, comme si l'endroit leur appartenait. Ils se déplaçaient avec détermination, fendant la foule des donneurs sans les toucher, rayonnant d'autorité et de parfums de luxe. Le meneur, la soixantaine, avait les cheveux argentés et une allure imposante dans un costume anthracite qui coûtait probablement plus que le dernier salaire de James. Ses yeux trouvèrent James et se fixèrent sur lui avec la précision d'un laser. Il marcha droit vers le fauteuil de James, s'arrêta, et le dévisagea. Son visage passa par une série d'émotions, le choc, l'incrédulité, quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Après 32 ans, murmura-t-il, assez fort pour que James l'entende. Nous vous avons enfin trouvé. Chapitre 3. L'héritage dans ses veines. L'homme s'appelait Albert Riddle, PDG de Riddle Pharmaceuticals. Les 2 autres étaient des avocats, présentés rapidement et aussitôt oubliés. Ils firent entrer James dans un bureau à l'arrière du centre de dons, dont il ignorait clairement l'existence. Tout en bois sombre et en cuir, ce qui ne correspondait pas au désespoir fluorescent de la salle d'attente. Monsieur Reed, dit Albert, s'installant dans un fauteuil en face de James avec la gravité d'un homme sur le point de changer la vie de quelqu'un. Je m'excuse pour cette entrée spectaculaire. Mais ce que nous avons découvert dans votre sang, il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin, n'est rien de moins que miraculeux. J'ai un cancer, dit James d'un ton neutre. Quoi? Non. Albert éclata de rire. Monsieur Reed, vous êtes probablement la personne la plus saine de cette ville. Ce que vous avez, c'est quelque chose que nous cherchons depuis 1993. Une mutation génétique si rare que nos modèles suggéraient que seules 3 à 5 personnes sur Terre la possèdent. Il fit glisser un dossier sur le bureau. À l'intérieur se trouvaient des graphiques, des diagrammes, des séquences génétiques qui ressemblaient à de l'art abstrait. Il y a 32 ans, ma fille a été diagnostiquée avec le syndrome de Hermann. Savez-vous ce que c'est? James secoua la tête. Je m'en doutais. C'est si rare que la plupart des médecins ne voient jamais un cas. C'est une maladie neurologique dégénérative qui a détruit son système nerveux, cellule par cellule. Elle avait 8 ans. La voix d'Albert se brisa légèrement. Nous avons tout essayé, chaque traitement, chaque thérapie expérimentale. Elle est décédée en 1995, 2 mois avant son 11e anniversaire. Je suis désolé, dit James, et il le pensait. Après sa mort, j'ai consacré mon entreprise à la recherche d'un remède. Nous avons découvert que la maladie est causée par une déficience protéique spécifique. Le corps humain ne peut pas produire cette protéine naturellement, sauf dans les cas les plus rares. Les personnes avec une mutation sur le gène HRNX-4. Albert tapota le dossier. Des gens comme vous. Je ne comprends pas, votre plasma, monsieur Reed, contient des anticorps qui peuvent non seulement traiter le syndrome de Hermann, mais potentiellement le guérir.
Il y a actuellement 847 cas diagnostiqués rien qu'aux États-Unis. Dans le monde, des milliers. Des enfants qui meurent parce que leur corps ne peut pas produire ce que le vôtre fabrique naturellement. L'un des avocats se pencha en avant. Monsieur Reed, Riddle Pharmaceuticals est prête à vous offrir un contrat pour les droits exclusifs de don de votre plasma. Nous parlons de dons 2 fois par semaine, de soins médicaux complets, et d'une compensation de 15 millions de dollars, interrompit Albert. 5 millions de bonus à la signature. 10 millions versés sur 5 ans, plus des redevances sur tout traitement développé à partir de votre plasma. Le chiffre ne faisait pas sens. James comptait ses centimes le matin même, calculant s'il pouvait se permettre à la fois l'électricité et la nourriture. Pourquoi, réussit-il à articuler? Parce que vous avez quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Parce que 847 familles prient pour ce qui se trouve dans vos veines. Et parce que, l'expression d'Albert se durcit, je ne laisserai pas ce qui est arrivé à ma fille arriver à quelqu'un d'autre si je peux l'empêcher. James regarda le contrat que l'avocat glissa devant lui. Les chiffres étaient réels. Les signatures étaient réelles. C'était vraiment en train de se produire. J'ai besoin d'y réfléchir, dit-il. Albert hocha lentement la tête. Je comprends. Prenez 24 heures. Mais monsieur Reed, s'il vous plaît, comprenez bien. Chaque jour que nous retardons, des enfants meurent. Ils lui donnèrent une carte, un numéro de téléphone, et un chèque de 40 $ pour son don de plasma. James sortit du centre, hébété. Le contraste était si surréaliste qu'il se demanda s'il n'avait pas imaginé toute la conversation. Son téléphone sonna alors qu'il atteignait sa voiture, une Honda de 15 ans que l'avocat de Christine avait jugée sans valeur. C'était Frank Norton, son seul véritable ami qui avait survécu au divorce. « James, où es-tu ? Je t'ai appelé toute la matinée. »« En train de donner mon plasma, » dit James, l'absurdité de la situation le frappant de plein fouet. « Bon sang. Écoute, j'ai appris quelque chose que tu dois savoir. J'ai croisé Bridget Palmer à l'épicerie. La sœur de Christine, celle qui semblait compatissante pendant le divorce, qui t'avait dit qu'elle trouvait Christine déraisonnable. Eh bien, elle était saoule, elle a commencé à se vanter. James, Christine et Roger planifiaient ça depuis plus d'1 an. Ils voulaient te faire virer de l'entreprise spécifiquement pour qu'ils puissent prendre ton poste et tes parts. Roger a été promu PDG. Ils vont vendre l'entreprise à Whitmore Media le mois prochain pour 16 millions de dollars. Christine en touche la moitié parce qu'ils sont partenaires depuis le début. La main de James se crispa sur le téléphone. Elle m'a détruit pour 8 millions de dollars. Il y a plus. Bridget a dit que Christine a spécifiquement fait traîner la procédure de divorce pour épuiser tes fonds juridiques, te rendre assez désespéré pour que tu acceptes ses conditions. Elle a appelé ça te briser. Ses propres mots. Le soleil se couchait, peignant le parking de nuances de rouge. James regarda le centre de dons, puis la carte de visite d'Albert Riddle dans sa main. 15 millions de dollars, 847 enfants mourants, et une femme qui avait ri en le détruisant. Frank, dit James doucement, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. J'ai besoin que tu ne dises à personne ce que je vais te confier. Tu peux faire ça? Bien sûr. Bien, parce que je suis sur le point de devenir très riche. Et Christine est sur le point d'apprendre ce qu'il en coûte de sous-estimer les hommes adéquats. Chapitre 4. Le diable est dans les détails. James signa le contrat à 9 h le lendemain matin, dans le bureau d'Albert Riddle au centre-ville, une tour de verre qui dominait la ville comme un dieu bienveillant. Les avocats furent témoins, le chèque fut crédité sur son compte avec une efficacité numérique qui semblait irréelle. Et d'un coup, James Reed valait 5 millions de dollars, avec 10 de plus en route. Bienvenue chez Riddle Pharmaceuticals, dit Albert en lui serrant la main. Nous commencerons par des examens médicaux complets demain. Je veux que vous soyez suivis par nos meilleurs éléments. J'apprécie, mais j'ai une requête. Les sourcils d'Albert se haussèrent. Allez-y, je veux que ma participation reste totalement confidentielle. Pas de communiqué de presse, pas d'annonce. Pour le reste du monde, James Reed est toujours fauché. Puis-je vous demander pourquoi? James sourit pour la première fois depuis des mois. Appelons ça une expérience sociale. Il quitta l'immeuble et se rendit directement à l'appartement de Frank, un modeste 3 pièces où son ami vivait depuis son propre divorce 3 ans plus tôt.
Frank l'attendait avec du café et un esprit tactique qui l'avait rendu inestimable dans l'armée avant qu'il ne devienne comptable. Ok, dit Frank, étalant des papiers sur sa table de salle à manger. J'ai fait quelques recherches. Roger Clemens ne veut pas seulement ton poste. Il veut t'effacer. Il a raconté à tout le monde dans l'entreprise que tu étais un poids mort, que tu n'avais pas eu une bonne idée depuis des années. Révisionnisme créatif. C'est encore mieux. J'ai obtenu les archives financières de l'entreprise. Ne demande pas comment. Le deal avec Whitmore Media, il est conditionné à la croissance de l'entreprise. Roger a truqué les comptes, s'attribuant tes projets. La campagne Kaufman qui a remporté 3 prix, c'est lui, d'après les archives. Le rebranding de Riverside qui a rapporté 2 millions, c'est lui aussi. James étudia les documents. Des mois de son travail, de ses nuits blanches, de son labeur créatif, tout était crédité à Roger Clemens. Il a aussi donné des informations à Mroy, l'avocat de Christine. Chaque bien que tu essayais de cacher, chaque mouvement financier que tu faisais, Roger leur disait tout. Ils étaient partenaires depuis le début. Depuis combien de temps couchent-ils ensemble? Au bas mot, 2 ans, peut-être plus. Frank versa plus de café. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi faire tout ça? Roger a de l'argent. Christine a eu la plupart du tien. Pourquoi saler la terre? Parce que Christine ne veut pas juste des choses. Elle veut gagner. James se souvint de leurs premières années. La façon dont elle jouait au tennis, non pas pour l'exercice, mais pour dominer. Comment elle avait mis fin à des amitiés pour des offenses perçues. Comment elle tenait les comptes, en tout. Me laisser sans rien, c'est la victoire ultime. Alors, quel est le plan? James sortit son téléphone, ouvrit son application bancaire, et montra le solde à Frank. 5 247 $. La tasse de café de Frank s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon sang vaut 15 millions de dollars pour une société pharmaceutique. Ils ont trouvé une mutation génétique qui peut guérir une maladie rare. James sourit. Christine a essayé de me laisser avec rien. Elle m'a laissé avec tout. D'accord, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je vais les détruire. Pas avec des avocats ou des batailles judiciaires. Je vais démanteler tout ce qu'ils ont construit, pièce par pièce. Et je vais les faire regarder. Frank se renversa en arrière, un lent sourire se dessinant sur son visage. Je t'écoute. Au cours des 3 heures suivantes, ils esquissèrent le plan d'action. James resterait publiquement fauché, vivant dans le studio bon marché qu'il avait loué, dans un immeuble qui sentait le moisi et les rêves brisés. Il continuerait à paraître désespéré, vaincu. Pendant ce temps, il utiliserait son argent pour détruire, soigneusement et méthodiquement, les fondations de l'empire de Christine et Roger. D'abord, dit James, j'ai besoin d'informations. Tout sur leur vie. Où est-ce que Roger est vulnérable? Frank consulta ses notes. Il a un problème de jeu. Il pense qu'il le cache. Des parties de poker tous les jeudis au casino Riverside, il perd constamment. Il doit environ 60 000 $ à la maison. Bien. Et Christine? Elle est dépensière. Les frais du country club, les abonnements au spa, cette nouvelle Lexus. Elle dilapide l'argent du divorce plus vite que prévu. Donc ils ont besoin que la vente à Whitmore Media se fasse. Désespérément. James se leva, se dirigea vers la fenêtre de Frank. La ville s'étendait en contrebas. Des millions de personnes, poursuivant leurs propres petites victoires et défaites. Alors, nous allons faire en sorte que ça n'arrive pas, dit James. Et nous allons faire en sorte qu'ils se détruisent eux-mêmes dans le processus. Chapitre 5. Pions et joueurs. La clé de la vengeance, apprit James, n'était pas la rage. C'était la patience et le capital. Il commença petit, avec une société écran enregistrée dans le Delaware sous le nom de Norwood Venture, gérée par un avocat d'affaires qui ne posait pas de questions tant que les honoraires étaient payés. Par le biais de Norwood, James commença à acquérir des dettes. Les marqueurs de jeu de Roger furent les premiers. 63 000 $ de mauvais paris, rachetés à un casino pour 70 centimes par dollar. Légal, propre, et soudain, James possédait le désespoir de Roger. Ne l'appelle pas, avertit Frank quand James suggéra de prendre contact. Pas encore. Laisse-le mariner. Le casino a été patient,
mais Norwood Venture n'a pas à l'être. Au lieu de ça, James fit envoyer par l'avocat une lettre polie exigeant le paiement immédiat. 45 jours pour régler la totalité du montant, ou des poursuites judiciaires seraient engagées. Le deuxième coup était plus élégant. James engagea un détective privé nommé Marty Bishop, un ancien flic à la voix rauque et au talent pour trouver ce que les gens voulaient cacher. La première mission de Marty était simple, documenter tout ce que Roger et Christine faisaient. Chaque déjeuner, chaque réunion, chaque indiscrétion. Ils ne sont pas subtils, rapporta Marty 2 semaines plus tard, en faisant glisser un dossier de photographie sur la table du restaurant où ils se rencontraient. Des déjeuners au country club 3 fois par semaine. Elle porte des bijoux qui coûtent plus cher que ma voiture. Ils célèbrent comme s'ils avaient déjà gagné. La photo montrait Christine et Roger au Riverside Country Club, champagne et huîtres, riant comme des adolescents. Sur une image, Christine portait un bracelet en diamant qui captait la lumière de l'après-midi. James le reconnut. Elle lui avait dit des années auparavant que c'était le bijou de ses rêves. 30 000 $ chez Cartier. Ils dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas encore, observa James. Ils vendent la peau de l'ours, acquiesça Marty. J'ai aussi trouvé quelque chose d'intéressant. La sœur de Christine, Bridget Palmer. Elle n'est pas aussi loyale que Christine le pense. Explique. Elle a ses propres problèmes d'argent. 3 cartes de crédit au maximum, en retard sur son prêt immobilier, et elle est amère. Elle a l'impression que Christine a tout eu, pendant qu'elle n'a rien eu. L'accord de divorce, la maison, la voiture. Bridget est à une conversation de révéler tous les secrets qu'elle connaît. James sourit. Alors, ayons cette conversation. Bridget Palmer vivait dans une maison de ville en banlieue. Le genre d'endroit qui a l'air bien de la rue, mais qui dégage une atmosphère de désespoir tranquille dans les détails. La pelouse envahie par les mauvaises herbes, la peinture écaillée, le monospace vieux de 10 ans avec un pare-brise fissuré. James frappa à sa porte un mardi matin, armé de café et d'une offre. Elle répondit en pantalon de yoga et sweatshirt taché, les cheveux tirés en arrière. James, qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te remercier pour ce que tu as dit à Frank sur le plan de Christine et Roger. Le visage de Bridget devint pâle. J'étais saoul. Je n'aurais rien dû dire. Je suis content que tu l'aies fait. Puis-je entrer? Elle hésita, puis s'écarta. L'intérieur de la maison confirma ses soupçons. Des meubles d'une époque meilleure. Des photos d'enfants qui avaient grandi et déménagé. Le tapis usé de quelqu'un qui ne pouvait pas se permettre de le remplacer. Je ne suis pas là pour causer des problèmes, dit James en s'asseyant sur son canapé. Je suis là pour t'offrir un travail. Un travail? Christine te fait confiance. Elle te dit des choses. J'ai besoin de savoir ce qu'elle prépare, ce qui l'inquiète, ce qui l'empêche de dormir. Il sortit une enveloppe de sa veste. 10 000 $ maintenant. 5 000 $ par mois pendant 6 mois. Tout ce que tu as à faire, c'est être sa sœur. Écouter. Te souvenir. Me le dire. Bridget fixa l'enveloppe comme si elle pouvait la mordre. C'est beaucoup d'argent. Considère ça comme un paiement pour des années de sous-évaluation. Christine a eu des millions avec le divorce. Que as-tu eu? Des dettes, et une sœur qui n'appelle que lorsqu'elle a besoin de quelqu'un à qui se vanter. Sa main se dirigea vers l'enveloppe, s'arrêta. Pourquoi fais-tu ça? Parce qu'elle a ri quand elle m'a tout pris. Parce que Roger a détruit ma carrière et a appelé ça des affaires. Parce que j'ai appris que les hommes adéquats, quand on les pousse à bout, deviennent dangereux. James se leva. Tu n'as pas à décider maintenant. Mais Bridget, ton prêt immobilier a 3 mois de retard. Tes cartes de crédit sont au maximum. Combien de temps avant que tu ne perdes cet endroit? Il laissa l'enveloppe sur sa table basse et se dirigea vers la porte. James, appela T.L. alors qu'il atteignait la poignée. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Je vais lui donner exactement ce qu'elle mérite, dit-il. La question est, veux-tu être un dommage collatéral, ou veux-tu survivre? Elle l'appela ce soir-là, et accepta. Chapitre 6. L'échiquier est en place. Les examens médicaux chez Riddle Pharmaceuticals durèrent 3 semaines. Le docteur Virginia Murphy, chef de la recherche, effectua chaque scanner, chaque analyse, cartographiant le code génétique de James avec la précision d'un cartographe découvrant de nouveaux mondes. Remarquable,
dit-elle lors d'une session, fixant des écrans de données. Votre corps produit la protéine naturellement à des taux que nous n'avons jamais vus. Nous pouvons synthétiser un traitement à partir de votre plasma qui pourrait aider les 847 patients actuels. Peut-être plus. Combien d'enfants? Demanda James. Environ 60% ont moins de 18 ans. Le plus jeune a 6 mois. 6 mois. James pensa à la fille d'Albert Riddle, morte à 10 ans, et sentit quelque chose changer en lui. L'argent changeait la vie. Mais ça comptait. Quand pourrez-vous commencer à les traiter? Nous sommes en cours d'approbation par la FDA. 6 mois, peut-être 8. Votre plasma sauve déjà des vies, James. Vous devriez le savoir. Pendant ce temps, le piège se refermait sur Roger et Christine. Bridget se révéla inestimable. Chaque déjeuner, chaque appel téléphonique, chaque confession sur l'oreiller, elle se souvenait de tout. James apprit que Christine planifiait déjà sa prochaine acquisition, une maison dans les collines, $1 demi-million, achetée avec l'argent de la vente à Whitmore Media. Elle choisit les meubles, rapporta Bridget lors d'une de leurs réunions hebdomadaires. Elle dépense l'avenir de Roger comme s'il était déjà sur son compte. Roger, pendant ce temps, était en pleine hémorragie financière. Le jeu continuait, les jeudis soirs au Riverside. Les vendredis soirs, dans un club de poker clandestin que les contacts de Frank avaient identifié. Les lettres de recouvrement de Norwood Venture s'étaient intensifiées. La secrétaire de Roger esquivait les appels depuis des semaines. Le troisième coup de James fut chirurgical. Il acheta la maison de rêve de Christine. Pas sous son nom, mais par le biais d'une autre société écran, Redwood Holdings. Il fit une offre en espèces, $20 000 au-dessus du prix demandé. Les vendeurs acceptèrent en quelques heures. L'agent immobilier de Christine l'appela le même après-midi pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Bridget rapporta la suite avec une joie à peine contenue. Elle a jeté son téléphone à travers la pièce, a crié pendant 1 heure, a accusé Roger de ne pas conclure le deal Whitmore plus vite. Bien, dit James. Tiens-moi au courant. Le deal Whitmore Media était son objectif final. Frank avait creusé et ce qu'il avait trouvé était magnifique dans sa simplicité. L'accord était conditionné à une croissance constante et à des pratiques commerciales éthiques de la part de l'entreprise. Si Whitmore découvrait une fraude, une comptabilité créative, un crédit volé pour des campagnes, il se retirerait. James avait juste besoin de preuves. Il les trouva sur le serveur de l'entreprise, accessible par une porte dérobée qu'un hacker talentueux nommé Dal Benson avait trouvé pour le bon prix. Tout le stratagème de Roger était là. Des emails réattribuant les projets de James, des fiches de temps modifiées, des témoignages de clients fabriqués. Des mois de fraude, documentés et horodatés. C'est de l'or, dit Frank en examinant les fichiers. Mais comment le transmettre à Whitmore sans te dévoiler? James sourit. Nous n'allons pas le faire. Nous allons faire en sorte que quelqu'un d'autre le fasse. Le tuyau anonyme à l'équipe de diligence raisonnable de Whitmore Media provenait d'un téléphone prépayé, intraçable. L'email contenait des allégations détaillées de fraude dans l'ancienne entreprise de James, avec des instructions sur où chercher sur le serveur de l'entreprise. Professionnel, inquiet, dévastateur. Les avocats de Whitmore débarquèrent dans l'entreprise 3 jours plus tard. Roger convoqua une réunion d'urgence du personnel. Bridget la prit par Christine, qui paniquait. Il est terrifié, rapporta Bridget. Christine aussi. Les auditeurs de Whitmore ont trouvé quelque chose. Ils enquêtent. Dis à Christine que tu t'inquiètes pour elle, instruisit James. Sois solidaire. Laisse-la te faire encore plus confiance. La semaine suivante, Norwood Venture intenta un procès contre Roger Clemens pour les $63 000, plus les intérêts et les frais de justice. L'assignation fut signifiée à son bureau, devant son personnel. Une humiliation publique qui fit la une des nouvelles économiques locales. Christine appela Bridget ce soir-là, ivre et furieuse. Tout s'écroule, bredouilla-t-elle. Le deal Whitmore pourrait capoter. Roger est poursuivi en justice. J'ai trop dépensé pour la compte de la maison et maintenant quelqu'un d'autre l'a achetée. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Manque de chance, suggéra Bridget. La chance n'existe pas. Quelqu'un est derrière tout ça. Qui te ferait ça? Le rire de Christine était amer. Je ne sais pas, mais quand je le découvrirai, je le détruirai.
Bridget rapporta la conversation à James. Elle devient paranoïaque. Elle soupçonne que quelqu'un les cible, mais ne sait pas qui. Parfait, dit James. Donnons-lui autre chose dont elle pourra s'inquiéter. Il fit créer par Dal Benson un faux profil sur les réseaux sociaux. Une belle femme nommée Cassandra, supposément le type de Roger. Cassandra envoya une demande d'amis à Roger, commença à aimer ses publications, commentant avec juste assez de flirt pour être remarqué. Roger, prévisible comme le lever du soleil, mordit à l'hameçon. En une semaine, il envoyait des messages privés à Cassandra. En 2, il suggérait qu'ils se rencontrent. James transféra les messages à Christine, anonymement. L'explosion fut nucléaire. Bridget appela James ce soir-là, riant si fort qu'elle pouvait à peine parler. Christine a détruit sa voiture, elle a pris un club de golf pour démolir sa Porsche sur le parking du country club. La sécurité a dû l'arrêter. C'est partout sur les réseaux sociaux du club. Roger nie tout, dit que c'est un faux, mais Christine ne le croit pas, Bridget fit une pause. James, quel est le but final? La justice, dit simplement James. Continue de regarder. Chapitre 7. Le château de cartes. Le deal avec Whitmore Media s'effondra un mercredi. Leurs avocats publièrent une déclaration citant des irrégularités dans les rapports financiers et des questions sur les pratiques commerciales éthiques. Traduction, ils avaient trouvé la fraude de Roger et ne voulaient rien avoir à faire avec ça. La valeur de l'entreprise chuta du jour au lendemain. La promotion de Roger, sa réputation, son avenir, tout disparut dans un communiqué de presse d'entreprise de 3 paragraphes de destruction professionnelle. Christine appela Bridget, hystérique. 16 millions de dollars, envolés. Comment sommes-nous censés? Elle s'arrêta, se reprenant. Comment Roger est-il censé se remettre de ça? Et l'argent de ton accord de divorce, demanda innocemment Bridget. Je l'ai dépensé. La plupart. Les acomptes, la voiture, les frais du country club. Je pensais que l'argent de Whitmore arrivait. Sa voix se brisa. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? James écouta l'enregistrement que Bridget avait fait et ne ressentit rien. Pas de satisfaction, pas de culpabilité, juste la certitude froide que c'était exactement ce que Christine méritait. Mais il n'avait pas fini. Roger, désespéré et acculé, fit l'erreur que James attendait. Il essaya de détourner de l'argent de l'entreprise pour couvrir ses dettes de jeu. Pas grand-chose, 50 000 $ du compte de réserve de l'entreprise, couvert par de fausses factures de fournisseurs. James surveillait les finances de l'entreprise grâce à l'accès de Dal Benson. Au moment où Roger fit son mouvement, James documenta tout et l'envoya au conseil d'administration de l'entreprise. Le vote pour licencier Roger fut unanime. Les poursuites pénales suivirent en quelques jours. Frank appela James avec la nouvelle. Roger a été arrêté. Fraude électronique, détournement de fonds. Le procureur veut de la prison ferme. Et Christine, elle prend un avocat. Apparemment, son nom est sur certains des virements bancaires. Le procureur pense qu'elle pourrait être complice. Cela ne faisait pas partie du plan de James, mais il n'essaya pas de l'arrêter. Parfois, la justice trouve son propre chemin. La dernière pièce du puzzle se mit en place lorsque Bridget livra son dernier rapport. Christine veut te voir, dit-elle. La main de James se crispa sur son téléphone. Quoi? Elle m'a appelé ce matin. Elle a dit qu'elle avait besoin de te parler. Elle a l'air brisée. A-t-elle dit pourquoi? Quelque chose à propos d'erreurs et d'excuses. James, je pense qu'elle a enfin réalisé à quel point les choses sont graves. Dis-lui que je la rencontrerai demain. Au café où nous avons eu notre premier rendez-vous. Bridget hésita. Vas-tu lui faire du mal? Je vais lui dire la vérité, dit James. C'est pire. Il rencontra Christine à 14 h un jeudi, dans la même banquette d'angle où il lui avait nerveusement demandé son numéro 20 ans plus tôt. Elle avait l'air différente, plus petite en quelque sorte, ses vêtements chers tombaient mal, son maquillage incapable de cacher les rides de stress autour de ses yeux. James, dit-elle, sa voix à peine un murmure. Merci d'être venu. Il ne dit rien. Il la regarda simplement chercher ses mots. Je sais que je ne mérite pas ton temps. Je sais que ce que j'ai fait était. Elle s'arrêta, déglutie. Roger et moi avons de gros problèmes. Les accusations, les avocats,
tout s'effondre. J'ai besoin d'aide. Tu as besoin d'argent, corrigea James. Oui. Elle ne pouvait pas le regarder dans les yeux. Je sais que je n'ai aucun droit de demander, mais tu as toujours été généreux, toujours gentil. Peut-être qu'on pourrait trouver un arrangement. Je pourrais te rembourser. Quand? Quand, Christine? Quand Roger sortira de prison? Quand tu seras acquitté pour fraude? Quand une fée de l'argent déposera 16 millions sur ton compte? Elle tressaillit. Tu as raison. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû. Tu as ri, dit James doucement. Quand tu m'as appelé ce soir-là, tu m'as dit que je mourrais seul et fauché. Et tu as ri. Tu te souviens de ça? J'étais en colère. Je ne le pensais pas, tu pensais chaque mot. Tu as passé 1 an à planifier ma destruction. Toi et Roger avez vidé ma carrière de sa substance. Vous avez pris ma maison. Vidé mes comptes. Vous avez appelé ça à gagner. Il se pencha en avant. As-tu gagné, Christine? Des larmes coulaient sur son visage, ruinant son mascara. J'ai fait des erreurs. J'ai été stupide et cruel, et tu as été celui que tu as toujours été. Je ne voulais tout simplement pas le voir. Il se leva pour partir. S'il te plaît. Elle attrapa son bras. James, je t'en supplie. Je vais tout perdre. Il regarda sa main sur son bras, puis son visage. Pendant 17 ans, il avait aimé cette femme. Construit une vie avec elle. Et elle avait tout détruit pour de l'argent et le plaisir de le voir souffrir. Bien, dit-il en dégageant son bras. Maintenant tu sais ce que ça fait. Il sortit du café et ne se retourna pas. Chapitre 8. Résurrection. 3 mois plus tard, James se tenait dans le laboratoire du docteur Virginia Murphy, observant la première patiente recevoir un traitement dérivé de son plasma. La fille s'appelait Abigail Kent. Elle avait 7 ans, son corps ravagé par le syndrome de Hermann au point qu'elle pouvait à peine marcher. Ses parents avaient épuisé toutes les options, vendu tout ce qu'ils possédaient pour payer des traitements expérimentaux qui ne fonctionnaient pas. Maintenant, elle était assise dans un lit d'hôpital, une perfusion injectant les anticorps synthétisés de James dans son système, tandis que ses parents se tenaient l'un contre l'autre et pleuraient. Les résultats sont remarquables, dit doucement le docteur Murphy. Nous observons une amélioration chez 73% des patients de l'essai. Une véritable amélioration. Une régénération du système nerveux. Nous pensions que c'était impossible. Combien de temps avant l'approbation complète de la FDA? 3 mois, peut-être 4. Ensuite, nous pourrons traiter tout le monde. Elle le regarda. Tu vas sauver des centaines de vies, James. Des milliers, à terme. Il regarda la mère d'Abigail lisser les cheveux de sa fille, murmurant des prières de gratitude. Et l'argent, demanda-t-il. Les redevances. D'après les projections actuelles, tu peux t'attendre à 20 millions de plus au cours des 10 prochaines années. Plus si le traitement s'avère efficace pour des troubles apparentés. 35 millions de dollars. James essaya de comprendre le chiffre, mais n'y parvint pas. C'était abstrait, impossible, plus d'argent qu'il n'avait jamais imaginé exister dans sa réalité. Je veux créer une fondation, dit-il, pour les familles qui ne peuvent pas se permettre le traitement. Financement intégral, sans poser de questions. Le docteur Murphy sourit. Albert a dit que tu ferais quelque chose comme ça. Il a déjà demandé aux avocats de préparer les documents. La fondation Riddle Reed, ça sonne bien. Albert apparut dans l'embrasure de la porte, comme s'il avait été invoqué. Vous parlez de moi. Que du bien, l'assura James. Menteur. Albert se déplaça vers la fenêtre d'observation, regardant Abigail. Ma fille aurait eu 38 ans cette année. Mariée, probablement. Peut-être des petits-enfants. Il resta silencieux un moment. Grâce à toi, cette fille va avoir cet avenir. Tu lui as donné ce que je n'ai pas pu donner à ma fille. Tu as bâti l'entreprise qui a rendu cela possible. On fait une bonne équipe. Albert tendit la main. Bienvenue au conseil d'administration, au fait. Les directeurs ont voté ce matin. Tu fais officiellement partie de la direction de Riddle Pharmaceuticals. Je ne connais rien à la gestion d'une entreprise pharmaceutique. Tu n'as pas besoin. Tu sais comment construire des choses, tu connais la patience et la précision, et tu vois à long terme.
Nous avons besoin de cette perspective. La poignée d'Albert était ferme, paternelle. Tu as reçu un don, James. Ce que tu en fais définit qui tu es. James pensa à Christine et Roger. Leur procès avait lieu le mois prochain. Fraude, détournement de fonds, assez d'accusations pour assurer des années de prison. Il aurait pu pousser plus fort, empirer les choses. Mais les regarder se détruire eux-mêmes avait été plus satisfaisant que toute la vengeance qu'il aurait pu orchestrer. Je choisis de construire, dit-il. Chapitre 9. Plus jamais adéquate. 6 mois après le don de plasma qui a changé sa vie, James se tenait dans sa nouvelle maison. Pas le manoir que Christine avait voulu, mais une maison confortable dans un bon quartier, avec un jardin assez grand pour le chien qu'il avait toujours voulu, mais qu'elle avait refusé. Frank l'aidait à emménager, se disputant sur l'emplacement du canapé. Il est trop loin de la télé, insistait Frank. Il est parfait. Tu le veux juste plus près parce que tu deviens aveugle. Je ne deviens pas aveugle. Tu as acheté une télé trop petite. Elle fait 70 pouces. Comme je l'ai dit, trop petite. Le téléphone de James sonna. C'était Bridget. Je pensais que tu devrais savoir, dit-elle. Le verdict est tombé aujourd'hui. Roger a pris 8 ans. Christine en a pris 5. Tu vas bien? Demanda James. Je vais mieux que. Mieux que je ne l'ai été depuis des années, en fait. L'argent que tu m'as donné a remboursé mes dettes. Je retourne à l'école. Administration des affaires. Je me dis qu'il est temps de construire quelque chose pour moi, au lieu de regarder les autres réussir. C'est bien pour toi. James. Merci de m'avoir donné le choix. De ne pas m'avoir mise dans le même sac que Christine. Tu t'es choisi toi-même. C'est tout ce que n'importe qui peut faire. Après qu'il eut raccroché, Frank le regarda avec attente. Alors? Christine a pris 5 ans. Roger, 8. Frank hocha lentement la tête. Comment te sens-tu? Je ne sais pas, vide, peut-être. J'ai passé des mois à planifier leur chute et maintenant que c'est arrivé, ça semble juste. Fini. C'est parce que la vengeance n'a jamais été le but. Tu voulais la justice. Tu voulais qu'ils subissent les conséquences de leurs actes. C'est différent. Vraiment? Oui. La vengeance, c'est vouloir faire du mal aux gens parce que tu es blessé. La justice, c'est une question d'équilibre. Rétablir les choses. Frank s'installa sur le canapé, au mauvais endroit, remarqua James, mais ne fit aucun commentaire. Alors, et maintenant? Maintenant, je vis. Je construis la fondation. Je travaille avec la société pharmaceutique. Je découvre qui est James Reed quand il n'est pas le mari de quelqu'un, l'employé de quelqu'un, ou la cible de quelqu'un. Ça semble adéquate, dit Frank avec un sourire. James lui lança un coussin. La sonnette retentit. Albert Riddle se tenait sur le porche, tenant une bouteille de vin qui coûtait probablement plus cher que la première voiture de James. Cadeau de pendaison de crémaillère, dit Albert. Puis-je? Ils s'assirent dans le jardin alors que le soleil se couchait, 3 hommes qui avaient trouvé une amitié inattendue dans des circonstances inhabituelles. Albert raconta des histoires sur sa fille, sur les débuts de l'entreprise, sur les dizaines d'enfants dont la vie avait été sauvée par le sang de James. Nous avons eu les derniers résultats aujourd'hui, dit Albert. Abigail Kent marche. Pas seulement debout, pas seulement quelques pas elle marche. Ses parents m'ont envoyé une vidéo. Elle court dans son jardin en riant. James sentit quelque chose se nouer dans sa gorge. Il y a 42 autres histoires comme la sienne. Des enfants qui vont mieux, des familles qui retrouvent l'espoir. Grâce à toi. Albert leva son verre. À James Reed, qui a prouvé que les hommes adéquats, quand on leur en donne la chance, sont capables de choses extraordinaires. Ils burent à cela. Plus tard, seul dans sa nouvelle chambre, James pensa au don de plasma qui avait tout commencé, au fait d'entrer dans ce centre avec $40 d'espoir et d'en ressortir avec un avenir qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Christine avait eu tort. Il n'était pas morceau et fauché. Il était né de nouveau, entouré de gens qui le valorisaient, faisant un travail qui comptait, construisant une vie qui était vraiment la sienne. Et quelque part, dans une cellule de prison, Christine apprenait ce que signifiait tout perdre. La symétrie était presque poétique.
Le téléphone de James vibra. Un texto du docteur Murphy. Une autre réussite. Un autre enfant répondant au traitement. Il le lut, sourit et posa le téléphone. Demain, il irait au bureau de la fondation, examinerait les demandes de subvention de familles désespérées. Il rencontrerait le conseil d'administration de Riddle, discuterait de l'expansion de la recherche pour des troubles connexes. Il vivrait cette vie impossible qui lui avait été donnée. Mais ce soir, il dormirait dans sa propre maison, dans un lit qu'il avait choisi, dans un avenir qu'il avait construit sur les cendres de son ancienne vie. Adéquate? Non. Il était bien plus que ça. Et il l'avait toujours été. Et voilà. Une autre histoire touche à sa fin. Qu'en avez-vous pensé? J'adorerais lire vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire, envisagez de rejoindre notre communauté en vous abonnant. Cela compte énormément pour nous.